Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette première session de conférence des musées et des masques organisée par l'Observatoire des patrimoines Opus, qui aujourd'hui réunit Deirdre Hemmons et François Picard pour nous parler de masques, puisque c'est une thématique qu'Opus a choisie cette année et depuis maintenant plusieurs mois en réaction à l'actualité, vous vous en doutez certainement, puisque nous avons voulu mettre l'accent sur d'autres masques que les masques chirurgicaux qui occupent notre quotidien, et pour revenir à notre patrimoine commun, puisque les masques existent dans nos cultures, on en trouve même des traces dans les grottes ornées préhistoriques. Et donc, nous avons voulu faire le tour des différents masques qui existent dans nos cultures. Et pour cela, nous avons fait des partenariats avec différents musées, dont le musée des Confluences, qui nous accueille en la personne de Deirdre Hemmons aujourd'hui. Mais vous verrez lors des prochaines séances, le musée du Quai Branly, le musée d'Angoulême et le musée international du Carnaval et du Masque de Binche, qui nous permettent aussi de discuter et de rencontrer des chercheurs et enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, qui ont eux aussi un regard sur les masques, qui peut différer des conservatrices et des conservateurs des musées, parce que l'aspect matériel est une chose très prégnante dans les musées. Et donc, c'est pour ça que nous avons souhaité inviter deux représentants de ces deux métiers fantastiques que sont les métiers de conservateurs et de chercheurs. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer cette séance du 12 octobre avec la thématique du masque au musée des Confluences à Lyon, en commençant par Deirdre Hemmons, que je vais vous présenter très rapidement. Donc, Deirdre, vous êtes responsable des collections asiatiques au musée des Confluences à Lyon, et vous gérez une collection de plus de 10 000 objets provenant de toute l'Asie et couvrant les périodes de l'âge du bronze jusqu'à nos jours. Vous êtes sino-ethnologue de formation et vous avez publié de nombreux textes sur l'origine des collections du premier musée Guimet à Lyon et au musée des Confluences, en passant par le musée d'histoire naturelle de Lyon. Vous valorisez les collections asiatiques dans de grandes expositions. On peut citer les trésors d'Émile Guimet en 2014, Yakanoshima, Esprit du Japon en 2019 et Le Monde en tête sur la donation des coiffes d'Antoine de Galbert en 2020. François Picard, vous avez étudié et travaillé dans le théâtre sur les masques, les clowns, les marionnettes, la lumière, la sonorisation et la musique. Vous avez aussi travaillé à l'opéra et à la radio. Et vous avez passé un séjour d'1 an en Chine, où de longues études et de nombreux séjours ont fait de vous un ethnomusicologue spécialiste de la Chine. Et vous vous intéressez au rapport entre temples et lieux de partage et de divertissement. Vous avez également travaillé au Népal, en Indonésie et aux Philippines. Et vous êtes actuellement professeur d'ethnomusicologie à Sorbonne Université, membre du CNRS, et vous avez été président de la Société française d'ethnomusicologie. Donc, je vous propose de commencer sans plus attendre cette conférence avec Deirdre Hemmons. Deirdre, je vous laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. D'abord, merci de m'offrir la possibilité de vous présenter notre petite collection de masques No donc du Japon aujourd'hui. Je vous propose du coup de la découvrir par le biais d'un petit PowerPoint que j'ai préparé et sur lequel voilà, je vais vous présenter un petit peu la collection. Donc, je partage mon écran et vous me dites si tout fonctionne bien. Parfait pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, tout à fait. Impeccable. Eh bien, on y va. Donc, je vais commencer en fait cette présentation pour revenir simplement un peu sur l'histoire des masques au musée des Confluences aujourd'hui. Et je suis un peu obligée de revenir à Émile Guimet, puisque c'est certainement à lui que l'on doit les premiers masques dans les collections. Émile Guimet, je suis obligée de le resituer un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, c'était un industriel qui gérait effectivement
l'entreprise qu'avait créé son père, qui a en fait inventé la formule chimique pour remplacer le bleu outre-mer, en fait, qui était avant utilisé par le lapis-lazuli. Donc là, il a créé le bleu outre-mer artificiel. Il a fait fortune et son fils a hérité de l'entreprise. Mais comme il était passionné par les arts, par le théâtre, l'opéra, la musique, et il a eu l'occasion de faire plusieurs voyages à travers l'Europe et aussi en Égypte. Et ça, on va dire, il a du coup eu un goût pour les musées qui est lié à ses premiers voyages. Et il a eu la chance, en fait, en 1876, de pouvoir se lancer dans un tour du monde. Et il a obtenu, en fait, du ministère de pouvoir faire une mission au Japon pour étudier, en fait, les religions japonaises. Donc, il va partir, il ne va pas rester forcément très, très longtemps au Japon. Je crois qu'il reste un petit peu plus de 2 mois. Et à l'occasion de ce voyage, en fait, il va s'émerveiller, en fait, pour ce Japon qu'il découvre, qui est en pleine mutation. Et il va, à cette occasion-là, effectivement, collecter de nombreuses pièces, en fait, essentiellement de la statuaire, mais aussi des livres, aussi de la peinture. On ne sait pas s'il a collecté des masques, mais c'est fort probable. Par contre, dans l'ouvrage qu'il a publié à l'issue de ce voyage, qui s'appelle Les promenades japonaises, il cite effectivement, il y a un passage dans lequel effectivement on voit qu'il va rencontrer des fabricants de masques. Et juste pour le citer, donc voilà, il y a une petite phrase qui dit « Nous nous arrêtons quelques instants devant un fabricant de masques en bois. Comme tous les sculpteurs de ce pays, c'est vraiment un artiste. Il faut pourtant dire que pour ses productions, il y a une série de types et de scènes consacrées par le goût et l'usage dont on ne s'écarte guère, si bien qu'on peut arriver à une grande habileté sans avoir fait autre chose que des copies. » Donc, en même temps, il valorise le travail de cet artiste et il y a aussi une petite pointe, je dirais, un peu critique, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'en fait, Émile Guimet, quand on voit les œuvres qu'il a ramenées, il a ramené non seulement des pièces qu'il a pu acquérir auprès des temples, parce que les temples étaient dans une situation où effectivement un certain nombre de sculptures étaient vendues. Mais en même temps, il a fait faire des copies qu'il a ramenées. Et en fait, ce qui l'intéressait, Émile Guimet, ce n'était pas uniquement l'objet original, mais c'était le sens de l'œuvre. Donc finalement, c'est une critique sans en être une, je dirais. On peut penser qu'il a aussi, il faut savoir qu'à cette période-là, il y a non seulement effectivement les temples qui ont vendu un certain nombre de leurs statues, mais c'était aussi le cas pour les acteurs de No. Et il y a beaucoup de masques qui ont été vendus à des collectionneurs à cette période-là, au moment de Meiji, à partir de 1868. Alors, on ne sait pas si Émile Guimet a assisté à une pièce de No, mais en tout cas, on sait qu'il a assisté à un théâtre, à une pièce de kabuki, puisqu'il en fait toute une explication assez longue sur un grand nombre de pages. À son retour de voyage, en fait, Émile Guimet va exposer à l'exposition universelle 1878. Très rapidement, il ouvre son premier musée à Lyon. Bon, rapidement, il se rend compte qu'à Lyon, il n'y a pas le public des chercheurs qu'il espérait. Donc, il va transférer ses collections et les donner à l'État et ouvrir le musée qu'on connaît aujourd'hui à Paris. Il faudra attendre en fait quelques années plus tard, donc en 1913-1914, pour qu'il rouvre un musée Guimet à Lyon. Et c'est de là que datent en fait les premières images que nous, on a des masques No de la collection. Donc, je vous ai mis ici un visuel d'abord du musée Guimet de Lyon. On voit que c'est effectivement architecturalement le même qu'à Paris. On voit un des masques de la collection, un masque de vieillard, et on voit qu'autour d'une porte, il y a un certain nombre de masques qui sont présentés. Alors, des masques No, oui, mais aussi 2 masques de Gigaku que l'on a. Et puis, donc, cette petite collection aujourd'hui de 5 masques, hors les Gigaku, enfin juste pour les masques No, on l'a enrichi en fait en 2006 d'une collection qui était vendue par un collectionneur américain, Stephen Marvin, qui en fait enrichissait sa collection et qui avait un certain nombre de pièces qu'il a mis en vente. Voilà. Alors, avant de présenter les masques de la collection, je suis obligée de revenir parce que je ne savais pas quel allait être le public de cette conférence, sur ce qu'est effectivement le théâtre No, qu'on appelle aussi Nogaku. Alors, il existe plusieurs
définition, hein. Souvent on parle de théâtre no ou de drame lyrique. Voilà, on trouve plusieurs choses, mais c'est vrai que j'ai trouvé cette définition qui, je trouve, est la plus claire. C'est un art scénique traditionnel japonais qui va combiner des textes poétiques et dramatiques, du chant, de la musique, de la danse et des arts visuels avec les masques, mais aussi les costumes et la scénographie. Shogaku, qui est effectivement certainement le meilleur terme parce que ça fait référence aux deux types de scènes qui vont s'alterner. D'un côté, la représentation de No, qui est basée sur le chant et la danse, et de l'autre côté, le Kyogen, qui sont ces petits intermèdes comiques qui sont basés plus sur un dialogue entre les personnages. Donc, François Picard va peut-être revenir là-dessus un peu plus que moi, mais cette forme artistique, elle serait née au XIVe siècle par deux personnages qui sont cités, qui est Kanami et Zeami, son fils, hein, qui sera à l'origine du No, qui étaient deux acteurs et qui ont fixé, on va dire, les bases de ce qu'est cette représentation théâtrale. Et finalement, elle aurait assez peu évolué entre le XIVe siècle et aujourd'hui. Le répertoire actuel, alors en fonction des sources, on trouve entre 200 à 250 pièces qui mettent en scène des histoires, mais pas au même titre que le théâtre que l'on connaît, puisqu'il n'y a pas d'ordre chronologique, mais c'est plutôt des situations qui dépeignent des sentiments ou une atmosphère. Il existerait 6 types de pièces qui sont jouées en fait dans des journées qu'on appelle les journées de No, et qu'on pourrait catégoriser en deux grandes catégories, les histoires réelles et puis les histoires plus avec des êtres surnaturels. Alors pendant ces journées de No, pas toutes ces pièces sont jouées, c'est des journées entières qui se déroulent. Alors les pièces qu'on appelle les pièces d'Okina, qui sont certainement les pièces qui sont moins des pièces de No, qui sont plus des cérémonies religieuses en tant que telles, avec des masques. Les masques d'Okina sont, alors j'en ai malheureusement pas dans la collection, j'aimerais bien, parce que ce sont des masques qui sont un petit peu différents, parce que ce sont les seuls qui ont la partie du menton qui est amovible par rapport à la partie haute du visage. Les autres types de pièces que l'on peut trouver, ce sont des pièces, les No de Dieu, avec un prêtre et une divinité généralement qui sont mis en interaction, les No de guerriers, où on a des esprits des guerriers morts qui reviennent, les No de femmes, les No. François Picard, je vous laisse la parole. Merci à vous. Merci. Donc moi, je vais me concentrer, je vais partir d'un exemplaire très particulier, puis pour élargir à la question du masque, et on va passer de l'objet à son histoire et peut-être son usage, son devenir, des choses comme ça. Donc l'objet dont on nous a proposé sur lequel on a décidé d'échanger essentiellement, donc c'est ceci, c'est un masque du musée des Confluences, donc qui fait partie de la collection. La datation est très large, donc il est identifié, ce qui m'a permis moi d'aller assez vite pour faire mes petites recherches. Masque de No de type Hanya, Musée des Confluences 2006. Donc c'est à partir de cet objet que je suis allé chercher ce qu'il pouvait raconter. D'abord en tant qu'objet, normalement c'est Deirdre qui doit faire la présentation matérielle et en particulier le travail du sculpteur et tout ça. Moi je vais plutôt parler de l'image et puis du jeu. Pourquoi ça avance pas donc ça permet, je ne suis pas expert, hein, mais c'est comme ça qu'on fait les expertises, de vérifier que vu du point de vue d'un japonais, c'est bien la même chose. Et donc si on ne trouve pas sur le musée des Confluences, on va assez vite trouver Hanya no Men, donc le masque de No
de Rania. On verra tout à l'heure ou pas ce que c'est que Rania. Mais Rania, c'est ce personnage, donc avec la vieille femme, vous ne le voyez pas forcément, la bouche ouverte, des yeux souvent exorbités dorés, les deux cornes, et puis un trait qui va attirer la compassion de moi et de vous, j'espère, mais en tout cas des spectateurs japonais, qui est les sourcils. Je ne sais pas comment ça se dit en français, en japonais, en chinois, on dit en forme de caractère 8, hein, qui monte et qui descend. Donc cette forme de sourcil est, j'ai appris ça en lisant, hein, est caractéristique de ce masque. Euh, un autre du même musée national, et puis là une série euh, sur une... Donc on va approcher aussi qu'est-ce que c'est qu'un masque par rapport à la problématique, les masques, de quoi ça nous protège, pourquoi on a ça devant la bouche, etc., au lieu de se voir. Donc ici, ce sont des images de masques, et c'est pire que ça, c'est des images d'une image prise sur le web. Et donc, j'ai fait un grossier montage que vous allez voir. Ça, c'est le masque de Confluence. Et puis, donc je ne sais pas si vous voyez ma petite souris. Euh, donc, deuxième en partant de la gauche en bas, le masque de Confluence au milieu d'une série qui sont identifiés presque tous comme étant Rania, et également pour les cynisants qui ne parlent pas encore le japonais, c'est Panjo, et pour ceux qui parlent encore le sanskrit, c'est évidemment Prajna. Ici, le masque, dans une série de masques, il y en a d'autres, hein, mais donc les masques les plus célèbres, c'est celui de jeune femme en bas à gauche, hein. C'est des masques qui ont été introduits dans l'histoire de l'art euh, au XXe siècle en Occident à travers euh, les peintres et les poètes surréalistes en particulier, qui avaient, ça faisait partie des collections euh, importantes. Donc ici, l'image, donc on a vu à quel point une image de Rania euh, en tant que masque de No renvoyait à quelque chose d'assez précis, figé, comme disait Émile Guimet. Et pour ceux qui ont vu déjà d'autres images du bouddhisme, Hanya Bosatsu, le bodhisattva de la sagesse ou de la compassion de sagesse, ici en haut écrit en sanskrit, puis écrit en caractère kanji, en sino-japonais de droite à gauche, et puis la prononciation, ça nous affirme, enfin oui, ça nous affirme quand même qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose, c'est juste, juste ou pas juste, mais c'est un homonyme, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la représentation de la prajna qui a servi comme modèle. Donc l'histoire qui se raconte aujourd'hui, que raconte le musée des Confluences dans sa petite chose, mais que racontent les écrits de deuxième main japonais, c'est que le nom provient pas de Prajna directement, mais il provient d'un sculpteur qui se serait appelé Ranyabou, actif à la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, donc tout à fait contemporain de l'origine du No. Et en fait, c'est, comme vous vous en doutez, c'est pas son nom. Il s'appelait Pierre, Paul ou Jacques, comme vous et moi. Et Ranyabo, ça veut dire celui qui est du Ranya, du Prajna, mais en fait celui qui est du temple, dit-on, hein, Prajnaji, de Nara, la grande capitale intellectuelle et religieuse une des grandes du Japon ancien. Donc il y avait un temple, et dans ce temple il y aurait eu un moine qui aurait fait un masque. On ne sait pas si c'était un masque encore d'exorcisme, mais j'y viendrai, ou déjà de théâtre no. Et donc voilà, pour le nom, mais maintenant c'est lié à cette image de vieille femme terrifiante.
Donc, j'avais parlé d'exorcisme pour moi, mais pas du tout pour les Chinois qui détestent cette interprétation. No, en japonais, ça ressemble à no en chinois. Hein, le nuo aussi, le théâtre d'exorcisme nuo, ressemble fortement euh, au même mot, et d'autant plus que le terme, comme chacun peut vérifier, le terme sino-japonais pour écrire le théâtre no en prononciation japonaise, euh, le pouvoir a rien à voir avec le théâtre et pas du tout attesté euh, dans autre chose avant. Donc, tout simplement, il s'agit d'un terme qui est passé oralement et il a été écrit avec un autre caractère, ce qui n'est pas très grave. Donc, à gauche, c'est un objet de collection, c'est un don, c'est un objet qui a été transmis à moi par le plus grand spécialiste de la musique bouddhique en activité, Tianqing. Et voilà, donc un masque, ça sert à ça aussi. Ça sert au théâtre, ça sert à des danses rituelles, à des cérémonies, mais ça sert aussi en Chine même, au Japon même, à faire des cadeaux ou à être un objet d'échange, marchand ou pas marchand, ou de rentrer dans des collections nationales et d'être préservé. Donc celui de gauche, il a aucune valeur. Je pense que Philippe Rhume dirait que c'est un masque pour tourisme, on en trouve 10 000 comme ça à l'aéroport de Kunming, peu importe. Mais il a cet aspect-là, donc d'avoir les yeux ou la bouche ouverts, et sans pour autant que ce soit forcément les yeux de l'acteur qui apparaissent derrière. Maintenant, je vais vous raconter les choses que tout le monde, qui sont marquées dans Marcel Granet, chinoise, que Jacques Pampano, notre maître à tous quand on étudie ces choses-là pour la Chine, nous a enseigné, et que pas mal de Chinois racontent aussi. Le fait que avant le théâtre, il y avait un rituel d'exorcisme et que ce rituel d'exorcisme se faisait en particulier par des officiants, des prêtres, des spécialistes des directions, les Fangxiang She, et nous dit le rituel des Zhou. Les Zhou, c'est la dynastie qui a régné le millénaire avant notre ère et qui avait une cérémonie où il y avait quelque chose qui ressemble vraiment, les 4 yeux de métal jaune, c'est quelque chose qu'on a tout à fait, qui va nous renvoyer au masque actuellement. Et les cérémonies s'appelaient No ou Nuo, et puis on cherchait dans les habitations, on chassait les pestilences. Donc, on ne va pas insister là-dessus, mais peut-être dans la discussion, c'est quelque chose qui est assez émouvant aujourd'hui quand on revient sur ces objets d'admiration que sont des masques sculptés par des maîtres et qui ont été habités ou pas, joués ou pas, mais qui se retrouvent dans des musées. Le fait que, quelque part, quand même, un des plus vieux usages du masque, c'est les cérémonies, et ces cérémonies sont pour chasser, comme on disait en français du XXe siècle, les pestilences, c'est-à-dire quand même les sales virus qui se baladent, hein, les épidémies, les pandémies. Euh, sur la partie de droite, une représentation japonaise tardive, hein, pour vue des Zhou, 1780. J'ai mis la référence d'un Hososhi, c'est-à-dire un maître des 4 directions, en train de chasser les pestilences, et donc il a quelque chose dans la tête qui, moi personnellement, peut-être pas vous, hein, mais en tout cas les deux cornes, qui évoquent tout à fait le masque Rania. Il y a un petit texte qui est marqué avec la prononciation japonaise. Moi, bêtement, j'ai restitué la prononciation
chinois, c'est tiré des entretiens de Confucius, et il dit alors que les villageois accomplissaient leur cérémonie pour chasser les influences pestilentielles, il mit ses robes de cour et se tint sur les marches orientales. C'est Confucius lui-même qui se tint sur les marches orientales. Et donc là, on voit bien pour ceux qui voient, je ne sais pas si vous voyez bien de loin, le caractère de no, donc des cérémonies et du théâtre. On a parlé tout à l'heure évidemment des masques de Gigaku. Donc ici, une des anciennes représentations. Il y en a d'autres, vous en trouverez assez facilement dans la littérature sur le bouddhisme japonais, dans l'article Gigaku du Hobogurin pour les spécialistes, ou ailleurs, l'article de Paul de Miéville. Ici, au milieu d'autres danses, une danse qui est représentée donc, dans ce qui est devenu le grand répertoire impérial, vu du Japon impérial, et qui était arrivé au 8e siècle comme étant des danses d'Asie centrale, jouées à la cour des Tang et qui ont été importées, donc soit directement, soit souvent à travers la Corée, au Japon et qui étaient d'abord des divertissements. Il y a des choses qui sont vraiment dans la même série d'images, qui sont vraiment les cracheurs de feu, les acrobates, les saltimbanques. C'est pas si rituel que ça, c'est vraiment du divertissement, du spectacle. Et on a parmi les figures, des figures qui sont des danseurs avec des masques terrifiants. Ici, j'ai mis oui, pourquoi pas, j'assume. J'ai mis par ordre généalogique, oui, chronologique des représentations, pas par l'ordre de qu'est-ce que ça représente. Ça ne veut pas dire que, mais la représentation, elle est du XVIe siècle. Ancienne danse masquée représentant un combat de buffle, ça c'est tiré de l'encyclopédie des trois génies, Sansai Touré, mais c'est Jacques Papineau qui appelle ça comme ça. J'ai essayé en me servant des dictionnaires modernes, de restituer la prononciation du deuxième caractère qui n'est pas dans le dictionnaire, le tu es dit tout. Je reviens à cette idée de masque, de pestilence, etc. Pour dire que de manière assez ordinaire en fait, donc ce masque dans les catalogues, on va le trouver comme Rania, donc Prajna, c'est le nom de ce personnage, de ce type de masque. Et puis, masque de No, Men. Men, ou Mien en chinois, ça veut dire la face. Perdre la face, c'est ça, c'est la face, le visage. C'est aussi quelque chose qui est plan. Et en chinois, on va dire Mienju. Et en japonais, accrochez-vous, le terme le plus utilisé aujourd'hui, Etsuko-san va pouvoir le confirmer, j'espère, c'est Masuku. Masuku, si vous le prononcez en réduisant un petit peu le ou final, masque, et le S, masque, c'est la prononciation japonaise du mot masque. La version classique étant plutôt Kamen, avec des caractères chinois, mais sans pour autant, à ma connaissance, mais Catherine Capdeville me contredira si elle veut, si elle doit surtout, c'est pas tellement chinois comme terme. Ça voudrait dire quelque chose comme retourné et humain en même temps. Mais c'est un type de masque, un type de face qui est spécifié comme étant Kamen, et alors que en chinois, c'est un type d'objet qui est spécifié comme étant celui de la face. Peu importe, c'est pour dire que le même mot, en fait, est deux choses. J'en viens au no plutôt que de donner moi ma définition du no. Je préfère donner celle de Paul Claudel, parce qu'elle marche bien ici. Donc on est passé de la danse exorcisme ou du rituel d'exorcisme à quelque chose qui est déjà une danse d'exorcisme, qui est déjà spectaculaire, qui est déjà avec un costume, un masque. Il y a 2500 ans, il y a 800 ans, il y a
en 1780. Au rituel, il y a deux personnages seulement dans le No. Vous allez voir, il y a plein de gens sur scène, hein, le Waki et le Cité, chacun d'eux accompagné ou non par un ou plusieurs assistants. Le Waki est celui qui regarde et qui attend, celui qui vient attendre, il attend et quelqu'un apparaît. Dieu, héros, ermite, fantôme, démon. Le Cité est toujours l'ambassadeur de l'inconnu et à ce titre il porte un masque. C'est quelque chose de secret et de voilé qui vient demander au Waki sa révélation. Donc on reviendra, je pense, dans les discussions sur est-ce que le masque masque ou est-ce qu'il dévoile, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a de secret, est-ce que c'est ce qu'il y a de derrière ou est-ce que c'est ce qu'on montre. Donc tout de suite, allons-y pour ce masque de Rania dans une des deux grandes pièces où il est du répertoire où il est utilisé. Il est utilisé dans quelques autres scènes, mais de manière moins forte. Donc c'est la scène 8 du temple de l'accomplissement de la voix, le Tojo-ji, et j'ai choisi une version par l'école Umewaka. C'est tiré du YouTube en ligne. 柱巻き、ギリギリと終身が巻きつきます。
飛びつこうとして果たせず、日高川に我が身を投ずるのです。Donc cette séquence a permis de voir le masque en action. Donc ce masque là, ou un de ces masques de type India. Je voudrais avancer une proposition. Certes, mon maître Jacques Pampano, vous m'entendez? Mais notre maître Jacques Pampano avait évidemment raison. Évidemment, il y a quelque chose qui, non seulement qui est vrai du point de vue historique, la filiation, mais il y a quelque chose qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a une dimension qui est le théâtre d'exorcisme, le rituel d'exorcisme imprègne une pièce de théâtre no aujourd'hui. Mais depuis 1600, il y a eu une rupture fondamentale, et cette rupture-là, je prends un outil pour la nommer, c'est l'anthropologie historique, qui ne s'appelait pas comme ça tout à fait à l'époque. C'est le maître de mon maître, c'est-à-dire Louis Gernet, le maître de Jacques Gernet, le grand sinologue, mais également le maître de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, qui a dit on va appliquer quelque chose de l'ordre de l'ethnologie au passé, à l'histoire. Donc prendre l'ethnologie éternel présent pour l'appliquer à l'histoire, et qui a posteriori appelé l'histoire ou appelé anthropologie historique. Donc Jean-Pierre Vernant disait le théâtre grec est tellement une nouveauté, est tellement différent qu'il est résolument autre chose que la tragédie du bouc, les Dionysiaques, d'où ça provient. Bien sûr, ça provient de ça, mais il est une rupture, il est une invention, il est un bouleversement, on passe d'une civilisation à l'autre, d'une culture à l'autre. Et cet outil, pour moi, il est évident. Il s'est passé quelque chose autour du père et de Tseami, où les acteurs, avec le texte et avec la scène, ont créé quelque chose qui est résolument différent. Ce qui fait qu'on peut regarder avec plaisir une vidéo, on peut la partager, on peut en faire un spectacle, on peut se moquer de ce spectacle. Il n'y a plus rien de sacré, c'est juste une des plus grandes créations de l'humanité, c'est du théâtre, mais du théâtre, de la danse, etc. Mais ce n'est plus ce n'est plus l'objet lui-même n'est pas magique, le masque n'est pas magique, il n'est pas porteur en soi de quelque chose. Une petite dérivation maintenant sur cet objet du masque. À droite, vous reconnaissez 100% que c'est le même objet, sauf qu'il est pas les mêmes couleurs. Et en fait, ceci c'est un netsuke, c'est-à-dire c'est un petit pendentif, c'est un objet qui mesure 4 cm 8 de haut. Et donc c'est une figure, c'est une sculpture japonaise qu'on retrouve dans des musées. Ici, le musée des arts décoratifs de Vienne, en Autriche. Et cet objet donc est un objet de musée qui était avant une sculpture, mais qui représente un masque. À gauche, moi, il a fallu que je grandisse l'image et que je me tourne la tête, etc. C'est un objet du même musée, un masque vu de côté, un masque de lion. Donc ce chien-là, ça s'appelle un lion, c'est ça, on a l'habitude, c'est celui de la danse du lion. Et puis ici, couché devant, on a un masque, donc on a une petite sculpture et dans laquelle il n'y a pas ce que représente le masque, mais le masque lui-même qui est représenté, puisque en tant que sculpture, on aurait pu représenter l'être auquel ferait référence le masque. Mais non, c'est le masque lui-même qui est représenté avec le masque de lion,
donc un masque de No de chaque côté, et pour faire une figure. Ici, des images d'images, comme ça tombe bien, comme vous êtes là, regardez un écran à plat. Je vous dis que c'est des masques, mais en fait, vous voyez des choses qui sont à plat. Et ici, c'est deux images à plat. À gauche, une peinture 19e siècle, toujours du musée, où on voit le masque dans son enveloppe ouverte. Et puis à droite, je vous passe les commentaires dans un français que ceux de mes arrière-petits-enfants vont parler. Ah, t'as vu, en regardant, j'ai trouvé Rania. Donc Rania est une figure familière de la jeune génération, y compris française, hein, de ceux qui aiment les mangas, histoire horrible de démons et de fantômes japonais. Donc, dans l'univers du Japon, on trouve assez facilement le masque japonais des démons. Il a gardé ses yeux dorés, un petit peu les dents et les cornes, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Il a perdu sa couleur rouge, qui n'est pas si caractéristique. Il a les sourcils en 8 qui sont un petit peu trop tombants à mon goût, et je pense, mais je ne vais pas faire l'esthète que je ne suis pas. Voilà, je voudrais terminer par une réflexion. Une proposition de qu'est-ce que c'est que... C'est parti d'une discussion avec une jeune doctorante, Nirena Lecoul, ethnologue, pas du tout de la Chine et pas du tout des objets, et qui m'a fait remonter à Shi Xiaojin, grand maître et danseur, et grand maître du taoïsme de Shanghai, qui me disait ce qui est difficile, donc c'est Shi Xiaojin, ce qui est difficile, ce n'est pas d'accueillir la divinité en son corps, de se faire posséder. Ce qui est difficile, c'est ensuite d'y renoncer, de la faire sortir, de l'expulser et de redevenir un pauvre petit homme. Ma proposition, c'est que comme on met et on enlève un habit sacerdotal, une étole, une tiare, un chapeau, mais de manière plus forte, plus intime, plus intensément vécue, mettre un masque permet, quand on l'enlève, de marquer la fin de ce qui a eu un commencement. Cela permet de se redifférencier entre acteur, manipulateur, officiant et objet, manipulé, marionnette. Hein, le jeu, on met le masque, on enlève le masque, off, in, off, in, off, c'est le jeu, coucou à la voilà, apparition, disparition. Quelques références encore sur ce qu'on a vu. Un joli article, Masque de Chine, visage du No, de Sylvie Beau, qui a fait sa thèse là-dessus. Les références, et pour terminer, juste peut-être une évocation d'un article tout à fait formidable d'un acteur, sur un acteur Manojo, qui allait retrouver le masque de Gigaku en parcourant l'Asie, en particulier le Bhoutan, et pas seulement la Chine, jusqu'au Bhoutan, où il a trouvé des masques, comme savent Nathalie Gothard et d'autres, et moi, dans les rituels du bouddhisme tibétain ou bhoutanais, on a des masques qui rappellent pas mal ce qu'a pu être le masque de Gigaku ou ce qu'il y avait avant. Donc cette histoire entre masque, théâtre et rituel est quelque chose qui est encore tout à fait actif, et c'est tout à fait émouvant pour pour moi qui viens du spectacle, avant d'être passé par le bouddhisme chinois et puis aux études ethnomusicologiques, tout ça, de voir un acteur qui va faire ce chemin et dans lequel il va rencontrer les premiers acteurs à avoir réinventé oui, dit-on, hein, le masque de commedia dell'arte, c'est-à-dire que concrètement, ces acteurs se sont rencontrés dans les années 80. Il y avait Jerzy Grotowski
il y avait Dario Fo qui étaient ensemble à travailler sur qu'est-ce que c'est que le masque aujourd'hui, hier et pour demain. Ça, c'est pour la discussion encore plus, hein, c'est tout à fait récente, 10 septembre 2021, le grand anthropologue Philippe Descola du Collège de France fait paraître un grand livre, Les formes du visible, et dans lequel il y a vraiment des choses qui ont à voir avec, comme on peut le voir par les images, et si on le lit, avec le texte. Mais bon, moi, je ne suis pas la personne pour discuter Philippe Descola, mais pour évoquer tout ce qu'il nous dit. Pour une discussion plus générale, il faudra venir évidemment avec Erhard Stiefel et simplement le titre le dit bien, un vrai masque, c'est pas moi qui le dis, c'est Erhard, le grand sculpteur de masques. Un vrai masque ne cache pas, il rend visible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, François, de cet éclairage si particulier sur les masques, sur ce passage entre rituel et théâtre, qui, je pense, suscitera des questions à la fin. Et puis, merci d'avoir repris au vol la présentation suite aux problèmes techniques que Deirdre a connus. Deirdre, êtes-vous Oui. là à présent? Alors, désolée, je suis désolée. Oh, mais non, mais vous n'y Ça a êtes pour coupé tout d'un rien. coup et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En plus, donc j'ai parlé longtemps toute seule. Non, mais et j'ai eu beaucoup du mal à me reconnecter. Donc voilà, j'espère que ça va marcher jusqu'au bout. Je vais peut-être faire plus court et je vais directement aller vers les masques si ça vous va, Oui, dans oui. ma présentation. Alors, j'ai pas vu toute la présentation de François Picard, donc du coup, je sais pas ce qui a été dit. Donc, bon. mais voilà, c'est comme ça. Je vais faire défiler. Donc, Guillemets, on a vu, voilà, le masque sur le théâtre No. Je pense que vous avez dû continuer à expliquer ce Voilà, qu'était on s'est le arrêté théâtre là. No et les différents acteurs qu'il peut y avoir. Donc ça, peut-être vous en avez déjà parlé, semble-t-il, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs protagonistes sur scène, mais le principal, c'est effectivement le chité, parce que c'est celui qui va porter le masque. Avec, semble-t-il, parfois le waki, qui aussi, quand il interprète un personnage féminin, semble-t-il, peut porter aussi lui-même un masque. Mais c'est vrai que les artistes vont alterner en fait sur les rôles qu'ils vont jouer et ils vont être accompagnés d'un orchestre qui est situé au fond de la scène, généralement avec 4 musiciens, un qui joue de la flûte et les 3 autres qui jouent différents types de tambours et d'un chœur. Donc voilà, là je voulais juste vous montrer un visuel d'une scène de théâtre No, parce que on voit bien que même dans un espace fermé, ils reproduisent exactement la forme traditionnelle d'une scène de théâtre No. Et normalement, ces scènes-là, on les trouve derrière les temples ou les bouddhistes, en fait. On reconnaît parfaitement parce qu'il y a cette longue galerie dans laquelle vont arriver les personnages. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toute une idée de la perspective qui est rendue par la plantation de ces petits arbres, les pins, qui sont mis à des hauteurs différentes pour créer une sorte de perspective. Et je trouvais intéressant aussi, c'est de savoir qu'en dessous de la scène, il y a semble-t-il, des énormes fûts qui sont enterrés pour en fait créer une résonance meilleure, puisque bien sûr, les acteurs ne sont pas sonorisés. Donc en fait, quand ils arrivent sur ces scènes-là, effectivement, tout va porter avec leur voix. Et le masque a aussi son rôle à jouer dans le fait de porter la voix. Donc les masques, donc j'en arrive aux masques. Alors je ne sais pas si ça vous l'avez déjà dit, François, mais moi j'ai lu qu'effectivement le terme de masque en japonais, on dit kamen, c'est quand on dissocie les caractères, ça veut dire effectivement visage temporaire, mais que pour ce qui concerne les masques No, on utilise le mot omote, et en fait qui est la face visible. Donc plus le visage. Donc en fait, on est bien là sur un masque, non pas qui cache, mais bien sur un masque qui révèle un nouveau visage, un nouveau personnage. Et c'est en cela peut-être que le chité, le personnage principal, devient vraiment le
le personnage du masque, et pour ça il y a toute une préparation qui est faite, et avant effectivement de rentrer sur scène, il y a tout un échange qui se fait, je dirais, entre l'acteur et son masque. Et d'abord il y a une préparation physique, c'est-à-dire qu'il y a entre le masque et le visage de l'acteur, il y a des petits coussins qui vont être positionnés sur le front et sur les joues pour créer une distance entre le masque et le visage, pour différentes raisons. D'abord, ça va créer une caisse de résonance, donc ça va permettre effectivement à l'acteur de pouvoir faire mieux sortir sa voix. Ça va protéger le masque effectivement de toute la transpiration. Et puis ça donne aussi la possibilité à l'acteur effectivement de pouvoir mieux respirer, parce qu'effectivement il a très peu de place. Les masques sont plus petits que le visage, ça prend tout le visage, et il y a uniquement les zones percées pour les yeux et la bouche qui permettent effectivement une respiration entre le visage et le masque. Le masque est positionné vraiment à la fin, c'est-à-dire que tout l'acteur va être, il va être aidé pour mettre son costume et tout ça, se préparer. Et le masque, c'est vraiment, c'est le dernier élément qu'il va mettre sur son visage avant de rentrer sur scène. Et ces masques-là seraient essentiellement portés lors des représentations, mais absolument pas lors des répétitions, par exemple. Après, il faut savoir juste un petit point technique, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant de le savoir, c'est que les acteurs peuvent jouer un nombre important de personnages, mais forcément, ils n'ont pas forcément tous les masques à disposition. Donc, ils vont soit louer, soit emprunter des masques supplémentaires pour pouvoir jouer plus de personnages. Donc là, effectivement, c'est ce que je vous disais, le masque est plus petit, le champ de vision est extrêmement réduit, et ça va avoir une action aussi sur le mouvement de l'acteur sur scène, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement qui va être très, très lent, en maintenant le dos très droit. Et tout ça aussi, ça va être un moyen pour l'acteur en se tenant très droit, de n'avoir que la tête à bouger pour jouer justement sur l'inclinaison du masque, qui va lui permettre en fait de faire exprimer des sentiments à ce masque qui forcément, lui, ne bouge pas, reste identique. Donc, c'est l'acteur qui, lui, en bougeant et en se penchant en avant ou en arrière, va créer des impressions, des sentiments différents sur le masque. Alors, les chiffres diffèrent en fonction des articles auxquels on peut se référer, mais on trouve à peu près qu'il y a environ une 60aine de masques de base, et il y en aurait par contre plus de 450 qui se divisent en différentes catégories, donc les masques d'Okina, mais aussi les hommes âgés, les hommes, les femmes, les esprits vengeurs et les démons. Alors malheureusement, nous au Musée des Confluences, on n'a pas un masque de chaque catégorie, mais on a au moins des masques dans 3 catégories. Une catégorie qui sont les hommes âgés, et ici on a un superbe masque alors soit de Sankojo, soit de Wairaijo, pardon pour ma prononciation, ils sont très difficiles à distinguer parce qu'ils sont très proches, et d'ailleurs l'un peut être utilisé, enfin ils peuvent être utilisés pour jouer les mêmes personnages, donc ça rend la différenciation encore plus difficile pour ce masque-là. Alors juste pour une petite histoire de musée, moi ce masque-là, la première fois que je l'ai vu en collection, ses cheveux étaient complètement défaits, c'est d'ailleurs une des premières images que je vous ai montrées. Il avait un côté un peu fou, et en fait il m'a fallu un certain temps avant de comprendre en fait comment se positionnaient ses cheveux, et finalement arriver à le reconnaître. Donc voilà, et sachant qu'il y avait bien sûr rien dans l'inventaire préalable au musée qui pouvait me dire qui était ce personnage, puisque toutes les entrées que j'ai pour les masques no, c'est simplement masque japonais. Donc je n'ai aucune information sur quel personnage, dans quel type de pièce il peut être joué, sa datation, même sa matière, j'ai absolument aucune information là-dessus. Donc en fait, c'est des recherches qu'on va mener en fait par des échanges avec différents chercheurs, avec des restaurateurs. Là, il y a une intervention qui a été menée sur ce masque-là, mais si vous voyez bien, j'ai décidé de ne pas réintégrer la peinture au niveau du nez,
parce que simplement, moi, c'est un dommage qui existe. On ne sait pas quand est-ce qu'il a eu lieu. Ça fait partie de l'histoire de ce masque. Moi, je trouvais que pour sa compréhension globale, ce n'était pas nécessaire d'aller loin dans une restauration. Donc là, on a décidé de s'arrêter à un moment donné et de se dire, bon, bah voilà, il a ce dommage-là, mais ça fait partie de son histoire. Vous voyez que derrière le masque, on a effectivement cette trace, effectivement, on voit un petit peu un morceau de textile, donc on voit bien en fait une trace d'usage là, et comment les petits coussins étaient positionnés entre le visage de l'acteur et le masque. Et on voit ici des inscriptions dorées que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai pas pu les lire et ni les faire lire. Alors, on peut penser que c'est soit effectivement le nom, soit de l'artiste, de la famille à laquelle ce masque appartenait, soit effectivement c'est la famille des sculpteurs. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai pas encore trouvé. Donc, il reste toujours des choses à découvrir. Et puis, il faut tomber parfois sur la personne qui fait une étude sur les masques et qui, du coup, peut faire des correspondances. Donc, voilà, la recherche avance. Alors voilà, on tombe sur le masque de Ania. Ça, c'est une acquisition qui est plus récente, hein, en 2006. Bon, c'est un masque qui est surprenant. D'abord, on ne voit pas tout de suite, mais c'est une femme serpent, une femme transformée en démon. C'est pas tout de suite évident, mais elle a quand même toutes les caractéristiques du démon, puisque bien sûr, elle a les cornes, elle a les yeux dorés, elle a les dents et les crocs qui sont dorés. Alors ça, c'est un signe, effectivement, les masques qui sont en transformation, on va retrouver cette dorure au niveau des dents et des yeux. Et ce qui est intéressant dans ce masque-là, c'est si on regarde que la partie haute du masque, on voit bien qu'il y a quelque chose qui exprime un peu la détresse. Et par contre, la partie basse va vraiment exprimer cette sorte de colère, cette force que peut avoir le masque. Et là-dessus, l'acteur va effectivement jouer sur la position du masque pour faire varier, en fait, et choisir l'expression qu'il veut donner. Effectivement, s'il penche la tête en avant, pour le coup, c'est toute l'expression un peu animale, colérique qui va ressortir. Mais par contre, en positionnant le masque légèrement en arrière, on a plus ce sentiment de détresse qui va apparaître. Donc, la couleur des masques, on peut avoir des masques qui sont identiques avec le même personnage qui est représenté, Anya, mais avec des couleurs de peau qui sont différentes. Et ça, là, dans le cadre de Anya, ça veut dire le statut social de la femme qui est représentée qui va être différent. Plus elle aura la peau blanche, plus elle appartient à un niveau aristocratique plus élevé. Voilà. Et puis, c'est vrai que nous, les masques arrivent, je dirais, dépouillés de tout le reste, parce que, et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là, et c'est pour ça que le film de François était très bien, parce que tout d'un coup, on les voit dans leur réalité portée, et on se rend bien compte qu'un masque, quand il est porté avec une perruque, et on voit cette perruque rouge qui est complètement impressionnante, et puis le costume, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de complètement différent que quand on a le masque seul face à soi. Donc ce personnage, Anya, on va la retrouver dans plusieurs pièces, et son nom lui vient en fait de l'artiste qui l'a créé, qui s'appelait Anya Bo, et donc ça a donné le don de Anya à ce personnage. C'était la même chose pour le masque d'avant, le masque de vieillard qui s'appelle San Kojo, et c'est aussi le nom en fait de la personne qui l'a créé, qui a donné son nom au masque. Alors, parmi les autres masques de Nemo, on a ce masque de femme, Deigan. Alors, je vous ai mis là les 3 photos qui montrent effectivement les différentes perceptions qu'on peut avoir de l'expression en fonction de comment il est positionné. Soit c'est légèrement en arrière, soit c'est en avant. Et on voit tout à fait que la bouche, elle est totalement différente. Alors, ce masque est très proche d'un masque de femme classique, ce masque de Komoté qu'on voit beaucoup représenté. Mais là, on voit qu'il y a une transformation qui est en cours, puisque si on regarde bien au niveau des yeux et au niveau de la bouche, on voit de nouveau cette dorure qui a été apposée. Et donc, on voit que là, c'est une femme qui est en train de se transformer. Donc, elle est en train de devenir un esprit, un fantôme d'une femme morte, un esprit vengeur, une femme jalouse.
Bon, voilà. Et puis, j'ai mis aussi l'intérieur du masque et on voit très bien la qualité, effectivement, ces coups de ciseaux qui sont portés et aussi cette marque qui nous permet effectivement de savoir quel maître a sculpté ce masque et ça nous permet d'obtenir, dans ce cas-là, une datation et de l'attribuer à une école. Voilà le dernier masque, on va dire, des esprits qui est dans la collection et c'est un masque de Yasui Otoko. Pareil, toujours cette dorure au niveau des yeux, de la bouche, des dents. C'est donc un homme émacié, un homme qui souffre aux enfers. Et donc, voilà, on voit bien tout ça exprimé. Et de nouveau, c'est un masque qui est signé. Et enfin, la dernière catégorie de masques que nous avons en collection, ce sont les masques de démons. Alors, il y a plusieurs catégories de masques. Là, ce sont les masques de Bechimi. Alors, Obechimi que je vous ai présenté, puis il y a Kobechimi. En fait, la différence entre Obechimi et Kobechimi, ce serait le fait d'être grand ou petit, mais c'est en fait sur la puissance maléfique du personnage. De nouveau, la peau rouge, les yeux dorés, ça indique effectivement le pouvoir terrifiant. Et le fait qu'il ait la bouche fermée, c'est comme s'il retenait en fait ce pouvoir maléfique sous contrôle. Et leur physionomie rappelle effectivement les gardiens de temple qu'on peut voir effectivement à l'entrée des temples bouddhiques, qui sont aussi assez grimaçants et effrayants. Alors c'est pareil, c'est des masques qu'on trouve utilisés dans plusieurs pièces. Voilà d'autres masques de démons que l'on peut avoir dans les collections, avec effectivement ce masque de Kobechimi avec ses grands yeux ouverts et dorés. Voilà. Et un petit peu, alors il fait partie de la série, mais c'est le seul masque de Kyogen que nous avons. Alors je l'ai pas. Au début, c'est vrai qu'il était intégré pour moi dans la collection des masques No, et puis je ne retrouvais pas du tout ce personnage en comparant les images. Et puis tout d'un coup, effectivement, bien sûr, on voit qu'il reproduit le style qui est propre aux masques qu'on vient juste de voir, les Bechimi, mais avec un côté un peu grotesque, ce menton qui est extrêmement dilaté, avec les dents qui apparaissent. Ça lui donne un petit côté, oui, un peu décalé, avec les paupières qui sont tombantes. Et en fait, sa taille est légèrement plus grande qu'un masque No. Parce qu'en fait, dans le Kyogen, semble-t-il, les masques sont portés directement par l'acteur, mais peuvent être enlevés et remis. Donc, en fait, ça n'a pas tout à fait la même fonction ou le même usage que le masque No en lui-même. Voilà. Voilà pour ce dernier masque de la collection. Ensuite, je voulais juste vous montrer, j'aime bien cette image parce qu'en fait, elle montre bien les différentes étapes de la fabrication des masques. Alors, pour l'essentiel, le bois qui est utilisé, c'est le cyprès, qu'on appelle inoki en japonais. Alors, pourquoi? Parce que c'est un bois qui est extrêmement léger, facile à sculpter, et puis surtout, il a des propriétés qui lui permettent d'être peu attaqué par les moisissures et les insectes. Donc, ça permet effectivement de garder en fait les bois très longtemps, et c'est aussi les mêmes bois qui sont utilisés pour fabriquer les temples. En fait, il y a beaucoup de temples au Japon. En fait, on voit que la structure est faite en bois de cyprès. Donc voilà. Alors avant, c'est vrai que les premiers masques, semble-t-il, ont été créés par les acteurs eux-mêmes, et puis petit à petit, pendant la période Edo, finalement, il y a eu vraiment des fabricants de masques qui se sont créés, et c'est des lignées ensuite. Voilà, ça c'est une transmission qui se fait, je dirais, un peu en famille, et qui poursuivent la tradition sur des modèles qui ont été créés au départ, et puis après qui sont reproduits. Mais ce qui fait aussi que c'est parfois très difficile en fait de pouvoir reconnaître un masque d'un autre, parce que les différences sont assez subtiles, et quand même il en existe tellement qu'on voit pour certains masques c'est extrêmement proche, ça se joue vraiment au niveau de la commissure des lèvres, du nombre de plis au niveau entre les sourcils. Donc il faut pour ça pouvoir avoir une sorte je dirais, de vision assez globale des masques qui peuvent exister, et puis les comparer stylistiquement. Alors voilà, là je vous ai montré l'arrière effectivement, parce qu'on voit qu'alors l'arrière du masque, il est souvent laqué.
Alors, tandis qu'à l'avant, en fait, sur le bois, pardon, j'ai oublié de vous dire ça, mais sur le bois, effectivement, on va mettre une préparation qu'on appelle le gofun, c'est une poudre de coquillages blancs qui sont écrasés. On va retrouver ça aussi pour la statuaire, on retrouve ça aussi pour les poupées. On va retrouver cette même préparation et ensuite viennent les pigments naturels pour venir souligner les autres éléments du visage. Et puis, généralement, on va mettre une sorte d'après qui va donner une certaine qualité, enfin, comme une ancienneté au masque pour éviter effectivement que pour l'intégrer, je dirais, plus facilement au personnage. Voilà. Et la qualité de la surface visible du masque, elle est extrêmement importante parce que c'est justement comme l'acteur va jouer sur les différences de lumière pour jouer sur les expressions. Et bien du coup, il faut vraiment qu'au niveau des ombres qui sont portées sur le masque, et ben ça fonctionne, que les expressions elles apparaissent bien. Et effectivement, à l'intérieur du masque, ben, souvent on a un traitement qui est différent, avec un traitement où on voit plus les coups de ciseaux effectivement du sculpteur, mais c'est aussi tout aussi important de bien sculpter l'intérieur d'un masque puisqu'il doit faire caisse de résonance. Donc il s'agit bien aussi de travailler sur cet aspect-là. Là, je vous ai mis un détail de Degan parce qu'on voit bien effectivement la qualité d'exécution et le détail qui est donné même sur le cheveu et toute la finesse. Voilà. Il y a certains masques qu'on a vus, hein, on peut rajouter des éléments du crin pour figurer les cheveux, la barbe, la moustache. Voilà. Et les masques eux-mêmes vont être souvent conservés effectivement dans des petits sacs en soie qui sont eux-mêmes conservés dans des boîtes de Polonia. Le Polonia est un autre bois qui est utilisé pour la conservation. Par exemple, il y a beaucoup de fourreaux de sabres japonais qui sont faits en bois de Polonia. Voilà, parce que c'est aussi un bois qui est un très bon conservateur. Les masques en exposition chez nous, alors c'est vrai que nous, on a décidé de les présenter aujourd'hui, ces masques, dans une exposition qui s'appelle Espèces, c'est dans le parcours permanent, et qui questionne la place de l'humain au sein des autres espèces. Et on a joué sur une mise en scène qui va vraiment apparaître les différentes expressions du masque, et on avait même fait créer en fait un masque de Degan, à l'identique de celui de nos collections, qui était positionné à côté de la vitrine et que le public pouvait actionner pour faire varier la position du masque et faire varier du coup les expressions du masque. Et en fait, l'idée, c'était de juste faire prendre conscience en fait qu'il y a aussi tout le langage verbal par lequel on communique. Et que sur le langage non verbal, excusez-moi, le langage non verbal qui est, voilà, que toute la communication qui passe par le corps, qui passe par le visage, qui est d'ailleurs aussi culturellement, on ne va pas interpréter les expressions de la même façon, et c'est par ces expressions-là en fait il passe beaucoup de choses. Et je trouve que c'est aussi un beau clin d'œil où aujourd'hui on est souvent amené à ne pouvoir s'exprimer qu'avec nos yeux, donc avec toute une partie du visage qui est cachée. Donc on met beaucoup d'applications aujourd'hui à essayer d'exprimer beaucoup de choses, mais simplement avec nos yeux. Donc voilà, c'était une belle façon de faire un clin d'œil avec la situation actuelle et puis ce projet-là sur lequel vous m'avez invité à participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deirdre. C'était vraiment passionnant. Je vois effectivement que le masque n'a pas fini de nous interroger sur ce qu'il montre ou ce qu'il ne montre pas. Sur cette question, du coup, peut-être je vais vous inviter les uns et les autres à poser des questions à nos intervenants, à François Picard et Deirdre Hémon, mais peut-être pour commencer, justement, alors Deirdre, je ne sais pas si vous avez pu entendre lors de la présentation de François Picard son interrogation sur justement ce que le masque montre et ne montre pas et cache. Et ce qui est vraiment intéressant dans votre présentation, c'est que justement, vous nous montrez que le masque No est là pour justement pour montrer et non pas
pour dissimuler et pour cacher. Et je voulais savoir justement, François, par rapport à votre réflexion sur cette question, est-ce que vous avez des parallèles qui vous viennent à l'esprit par rapport aux autres masques de théâtre que vous connaissez? Et bon, aujourd'hui, dans ce qui nous intéresse, plutôt les masques chinois et japonais. Oui, oui, oui. Euh, c'est vraiment le français, peut-être l'italien aussi, hein, qui dit masque, ça veut dire masquer, et ça veut dire cacher. Mais le masque qui désigne, mettons, même le masque qui va cacher, cacher le vrai visage de l'acteur, il, euh, il est tellement placé au centre du regard dans la relation interhumaine qu'il attire l'attention là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est caché, on montre. Donc même si c'est pour dire que c'est caché, c'est le masque qu'on a pour les petits-enfants des années 60 dans Belphégor. Euh, C'est-à-dire que on va montrer quelque chose. Là où on pourrait dire, mais moi j'ai pas envie de trop, mais je le fais quand même, il faudrait voir avec les gens de Binche sur le masque de carnaval et sur le masque le masque d'agite-prop. Euh, le théâtre auquel j'ai participé dans les années 70 était assez proche de formes d'agite-prop, le bread and puppet, du théâtre de rue, mais il y a le Bread and Puppet Theatre, par exemple, avait l'utilisation de masques, et en particulier le masque de l'oncle Sam. Euh, et donc là, on était vraiment très très loin du rituel, et il y avait sans doute aucune manière de s'approprier le personnage. Et on est dans un théâtre de distanciation au sens brechtien, total, hein, dans le théâtre d'agite-prop. Et donc, évidemment, l'acteur qui porte le masque du capitaliste, le masque de l'oncle Sam, il ne va pas s'identifier, il va faire en sorte surtout de ne pas se faire identifier, parce qu'autrement il se fait lyncher par la foule des ouvriers en colère. Donc là, je pense qu'il y a une sorte de rupture particulière qui est le masque représentatif. Alors que Deirdre l'a remarquablement bien remarqué, euh, noté, euh, la façon dont la préparation de l'acteur pour mettre le masque, elle est vraiment en écho avec la présentation du ritualiste, hein, de la personne qui va faire un rituel ou de la personne qui va essayer de faire que cette personne dont on pense qu'elle est possédée, l'esprit va s'incarner en elle et après on va pouvoir le faire ressortir. Donc vraiment ce travail de préparation là qui existe encore dans le théâtre. Aujourd'hui, le théâtre balinais, à la cartoucherie Théâtre du Soleil, quand on met un masque, euh, c'est quand même pas indifférent, quoi. C'est quelque chose. Et surtout, bon, ma petite théorie, c'est que ça permet de le mettre et de l'enlever et de faire l'aller-retour. Mais cette distanciation-là, elle est quand même différente de la distanciation brechtienne de je mets un masque juste pour figurer quelque chose. Et de même, je pense qu'il y a quelque chose de radicalement différent dans les Anonymous, hein, le masque des manifestations. Et sauf le respect que je dois à Jacques Lecoq, enfin moi je fais partie d'une école de travail de l'objet où on a toujours lutté contre le masque neutre et puis trouver son clown. On a perdu, mais c'est pas grave parce que dans ce combat, on a gagné la dignité en ne cédant jamais et on continuera à dire non au masque neutre et non à chercher son clown. Il n'y a pas le clown, il n'a pas à le chercher, il n'a jamais été perdu. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà, merci.
Merci François, mais je trouve que ces réflexions vraiment très intéressantes et surtout si on fait le parallèle avec les masques chirurgicaux qui commencent à donner lieu à quelques études sociologiques sur les comportements et voir effectivement qu'est-ce qu'ils révèlent et qu'est-ce qu'ils masquent. Et on voit bien là dans les masques que vous venez de nous présenter que d'une manière ou d'une autre, ces masques révèlent plus qu'ils ne cachent. Et ils révèlent même tellement qu'ils ne révèlent pas seulement l'acteur, mais aussi l'incarnation, et que ce travail se propage au corps même du comédien, en tout cas. Hein. Et justement, la question que je me posais, je trouvais très intéressant, François, la relation, le passage notamment dans le théâtre grec du rituel avec les bacchanales, c'est ça, hein. Oui, tragédie, hein, c'est la fausse étymologie, enfin elle est vraie, mais qui serait que tragédie, ça vient de un truc comme tragédique, c'est la, comment je disais tout à l'heure, euh, Vous parliez de le- Dionysos. oui, oui, et le sacrifice de, je sais plus quoi, voilà, ça va me revenir. Hein, mais que ce serait un vrai rituel ancien et qui aurait été transposé sur scène. Et voilà, la théorie actuelle, enfin depuis Gernet, depuis Vernon, c'est qu'il y a une réelle rupture. Et je pense que c'est vraiment très important. Quand Lise et Ami, donc l'inventeur avec son papa du no, il nous donne le secret du no, et le secret du no, c'est qu'il ne faut pas le dire, c'est secret, et jusqu'au XXe siècle c'était secret, c'est que c'est du spectacle. Le vrai spectacle, et ça n'a pas encore été levé, mais quand même, moi, je le lève dans mes cours. Le vrai secret du rituel, par exemple, la messe catholique, dont Mallarmé a superbement bien parlé, c'est que c'est un spectacle et que c'est un spectacle dans lequel la croyance du prêtre n'a aucune efficacité. C'est pas la croyance chez les vrais catholiques, hein, dans les ritualistes. Les spécialistes du rituel vous diront la croyance du prêtre, elle est suspendue. L'efficacité de la messe, elle n'est pas liée à la croyance du prêtre. Elle est liée au fait qu'il est intronisé, il a bien les sacrements et qu'il va bien le faire. Mais si, voilà, c'est le fameux mariage au théâtre de Roméo et Juliette. Si c'est des catholiques, si se donnent l'un à l'autre, veux-tu épouser un tel et un tel, si eux ont l'intention, quel que soit le prêtre, même si c'est un comédien, un faux prêtre, le sacrement aura quand même lieu. Donc on est dans des choses, c'est pour ça qu'on fait l'anthropologie du spectacle à travers l'anthropologie du rituel et retour, c'est que chacun apprend des autres, y compris dans ce qu'il a de fondamentalement différent. Et, mais le masque, quand on parle du masque chirurgical qu'on a là, c'est vrai que moi, ça me gêne la façon dont les gens se baladent avec, comme ça, le mettent en boule et tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même un geste de le mettre, un geste de l'enlever, qui mérite d'être travaillé un petit peu, d'être mis un petit peu en spectacle, de, le, de le vivre, quoi. Merci. Je vois que nous avons une question. Catherine Capdeville, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci. Merci François et Daïdre pour cette présentation. Je voulais juste justement voilà, rebondir un peu sur cette discussion à propos du masque qui en français signifie plutôt enfin caché, masqué, alors que en chinois, mien, effectivement, c'est plutôt montrer que je pense, enfin moi, vu mon humble expérience, où je n'ai fait que travailler, enfin étudier une forme de no-shi en Chine, mon expérience, c'est que les masques
comment dire, il montre tout en cachant certaines choses, ou il dévoile voilà, tout en gardant certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de valeur. Il y a des choses que justement, pendant le théâtre ou le rituel, on va dévoiler des choses qui n'ont pas lieu ordinairement, mais on ne va jamais peut-être toutes les montrer ou les montrer directement. Donc, il reste toujours il me semble que voilà, il ne faut pas opposer de manière absolue soit on cache, soit on montre. Au contraire, c'est justement un jeu entre les deux. Enfin, il me semble. Voilà, enfin, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue. Effectivement, on montre des masques, on va jouer une histoire, ils sont des dieux, ils n'étaient pas là avant, ils ne seront pas là après, mais le cœur voilà, doit rester quand même relativement secret. Et voilà, donc il faut un travail anthropologique pour essayer de comprendre voilà, ce qui se passe au fond. Alors, une autre chose, je voulais dire merci François parce que moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que le no japonais, ça correspond au no chinois et les caractères ne sont pas les mêmes, donc voilà, donc j'ai jamais vraiment poussé très loin la comparaison, mais c'est vrai que quand on voit le spectacle dont tu nous as montré la vidéo tout à l'heure, ben, c'est évident qu'on voit voilà, des grandes similitudes. Alors bien sûr, tu dis le no, c'est un spectacle et c'est plus un rituel, mais c'est vrai que effectivement, l'acteur qui se prépare avant, qui fait certains gestes, le masque qui ne sort que pendant la représentation, enfin, il y a des tas de choses qui restent bien sûr du rituel. Donc voilà, alors ce qui m'a quand même, ce qui pose quand même question, c'est que en Chine, le no aussi c'est considéré, et je crois que ça reste ainsi comme cela, enfin comme considéré comme relativement extérieur au bouddhisme. Bon, alors je sais qu'en fait en Chine, bouddhisme, taoïsme, etc., tout va un peu ensemble, mais voilà, enfin moi, mon expérience, c'est que s'il y a certaines influences bouddhistes, en tout cas, ça n'est pas, en tout cas, reconnu, enfin le no-ci n'est pas reconnu par le bouddhisme. Alors que le taoïsme, voilà, ils vont faire des rites dans les temples de no, etc. Bon, c'est juste, c'est peut-être pas très important, mais voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire. En tout cas, merci pour cette conférence passionnante et tous ces très beaux masques. Et j'avais juste une dernière petite question. Enfin, le masque de la femme serpent avec des cornes. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était une femme. Donc voilà, je sais pas. Voilà, comment est-ce que juste on dit que c'est une femme ou Et voilà. voilà. Ouais. Et non, mais c'est vrai que c'est pas ça. C'est vrai que moi, c'est pareil. Quand j'ai lu ça sur ce masque-là, c'est pas une évidence absolue que ça représente une femme. Et pourtant, effectivement, elle est désignée comme une femme rendue folle par la trahison, donc en transformation, devenue démon, quoi. Donc, elle est presque plus femme, elle est totalement démon. Je crois qu'il y a certains masques où, effectivement, ils disent qu'en fonction de la forme du masque, c'est plus ou moins inéluctable. C'est-à-dire que, bon, en gros, il y a une transformation qui est en cours, mais bon, elle n'est pas totalement achevée. Et il y a un retour en arrière est possible, mais certains masques où c'est trop avancé, la personne est trop en train de devenir un démon, donc on ne peut rien faire pour revenir en arrière. Donc, semble-t-il, il y a certains masques où, effectivement, la transformation est plus ou moins avancée. Mais pour Anya, effectivement, moi, je trouve que bon, voilà, elle ressemble bien à un vrai démon. Ah bon, je ne savais pas que les démons étaient unisexes, alors oui, c'est ça aussi. On arrive à des choses très très modernes. Oui, moi je ne connais pas toutes les histoires de Rania, mais j'ai vu celle un peu du temple de l'achèvement de la voie, là, de Joji. C'est une histoire en fait que je connaissais parce qu'elle est dans Van Gulik, Van Gulik comme on dit à Paris, l'histoire de la nonne qui est, enfin oui, ou de la femme qui est
prise sous une cloche et puis après qui va se venger à travers ça. Et donc là, et la pièce représente ça, hein, où la cloche va transformer et c'est joué avec deux costumes différents. En fait, c'est une histoire enfin, on est obligé aujourd'hui un peu de le relire aussi en termes euh, du point de vue de la femme. C'est quand même un regard masculin horrible qui voit des démons partout dans les femmes qui sont autonomes. Et là, c'est encore pire, c'est une femme qui a été violée et donc elle est rejetée et donc elle devient démon parce qu'elle a été violée. Et cette salope, vue de l'homme, elle va se venger en, en enfermant le moine dont elle a été victime. Hein, c'est ça que ça raconte Bérat. Donc, de dire que c'est un démon, c'est quand même le fantasme masculin très fort. En plus, on est très habitué à ça du côté de la Chine. Hein. La femme en question, elle est jouée en général par un acteur homme, et en fait, peu importe, parce que si c'était une femme qui le jouait, elle le jouerait comme un homme joue un personnage féminin. Et au-delà, et en plus féminin, plus très humain. Euh, et quelquefois, c'est en plus un homme qui joue un personnage féminin, mais mais je ne crois pas dans Dojoji, qui est habillé en homme. Hein, donc il faut avoir voilà, c'est quand même du très du spectacle, quoi, hein. Il n'y a pas d'identification. S'il y a une chose qu'on est sûr dans le théâtre de masques, et puis Stifel, en travaillant avec des masques et puis en travaillant avec les acteurs du Théâtre du Soleil ou de plein d'autres endroits, il dit bien, il n'y a pas de théâtre d'identification au personnage quand on a le masque. Le personnage prend possession de vous, mais nous, c'est complètement idiot que l'acteur s'identifie au personnage, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien. Il montre juste une face vide avec personne derrière, parce que la personne de l'acteur, elle serait mangée par le personnage. Donc on est obligé. L'acteur, je m'excuse, hein, c'est tordu, mais l'acteur, il est obligé de ne pas s'incarner dans le personnage. Il ne peut pas faire euh, le théâtre américain où on reçoit en soi le personnage et où on retrouve en soi la femme battue qu'on a été dans une vie antérieure. On ne peut pas faire ça parce qu'on a le masque. Donc on est obligé d'être presque neutre pour que le personnage s'exprime à travers le masque. Parce qu'autrement, si on est trop plein, c'est l'histoire de l'incarnation, de la possession. Si on est trop plein, il n'y a pas la place pour laisser venir à la divinité. Donc il faut se vider pour laisser, avec le masque, le personnage qui va prendre le dessus. Stifel, il dit le masque ne cache rien, il montre tout l'intérieur du personnage. Mais pour montrer l'intérieur, il faut soi-même qu'on soit vide. Ça, les acteurs, normalement, ils savent le faire. L'avantage du masque, encore une fois, c'est que une fois qu'on a le travail de répétition et d'habitus du corps va permettre de le mettre et de l'enlever. Ce qu'a dit Deirdre, quand même sur le Kyogen, où en spectacle, ils enlèvent le masque et ils le remettent, oh là là, ça montre quand même que les clowns, c'est quand même les plus forts, quoi, parce que c'est quand même très difficile, ça, hein, de jouer avec en direct, quoi, avec je mets le masque, je le retire, hein, comme on dit, coucou à la voilà, mais le Kyogen, ils sont forts quand même. Merci François. Je crois que ce sera le mot de la fin de cette séance. Donc les clowns sont forts, en effet. Et écoutez, je vous remercie infiniment pour cet échange et cette rencontre vraiment passionnante. Et je vous remercie vraiment très sincèrement
d'avoir tous les deux joué le jeu de cette rencontre. Et vraiment, merci et bravo à vous. Donc, j'espère que vous aurez toutes et tous l'occasion de venir découvrir d'autres masques, puisque la semaine prochaine, nous partons à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Guinée. Donc, voilà, j'espère que vous aurez la possibilité d'être parmi nous pour la prochaine séance. Merci à tous et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.